Imaginez un simple immeuble qui déciderait de faire sécession de la France, et de manière tout à fait légale. Ça a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, et pourtant, il existe un document très sérieux, très détaillé, qui propose un vrai plan juridique pour y arriver. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment, en théorie, une simple copropriété pourrait se transformer en nation souveraine. Bon, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'il y a un obstacle, et pas des moindres. C'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution française. La France est une et indivisible. Voilà, c'est le principe fondamental, le verrou juridique que ce projet doit absolument réussir à faire sauter pour avoir la moindre chance d'exister. Alors, le concept au cœur de tout ça, ça s'appelle la sécession chez soi. Et là, attention, on ne parle pas de l'indépendance de la Bretagne ou de la Corse. Non, non. On parle de quelque chose de beaucoup plus petit. Une résidence, un groupe d'immeubles, un lotissement, qui quitterait la République française. C'est une idée assez radicale qui change complètement notre vision de ce qu'est la souveraineté. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder de plus près ce fameux principe d'indivisibilité. Ensuite, on verra l'astuce juridique pour le contourner. Après ça, on passera aux choses concrètes, les conditions pour partir, comment négocier, et pour finir, on s'imaginera à quoi ressemblerait la vie après la sécession. Ok, première section. On attaque direct le cœur du problème, ce principe de la France unie et indivisible. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer faire sécession face à un mur constitutionnel qui a l'air aussi solide. Et c'est là que ça devient intéressant. Le document ne fait pas l'autruche, il ne nie pas ce principe, au contraire, il part de là. Il reconnaît la situation juridique actuelle pour, justement, proposer des outils légaux pour la déconstruire pièce par pièce. L'idée, c'est de créer un parcours légal, une sorte de mode d'emploi, pour pouvoir négocier et remettre en question ce fameux principe d'indivisibilité. Allez, on passe à la deuxième partie. Et là, on touche à la clé de voûte de tout le raisonnement. Pour, disons, crocheter la serrure de la sécession, le projet s'appuie sur une réinterprétation assez audacieuse d'un grand principe du droit international. Normalement, quand on parle du droit à l'autodétermination, on pense au peuple, à des nations entières. Mais là, le document pousse la logique jusqu'au bout. Il pose la question, si un peuple a ce droit, c'est quoi le plus petit peuple possible? Eh bien, c'est l'individu. Et c'est cette idée, cette extension du principe à l'échelle de l'individu ou d'un petit groupe, qui est la base de tout le projet. Et attention, ça ne sort pas d'un chapeau. Pour donner du poids à cet argument, le document rappelle que ce principe d'autodétermination, il est reconnu par les Nations Unies. Ce n'est pas une invention, c'est une base de droit international existante, ce qui, ça change pas mal de choses pour la discussion. Et là, le document s'attaque de front à la position de la France sur le sujet. Paris a tendance à dire « oui, mais ce principe a des limites ». Le document, lui, qualifie ça de parfaite mauvaise foi. Parce qu'au fond, à quoi servirait ce droit si ce n'est justement à légitimer le fait de vouloir devenir indépendant? C'est une critique très directe. Ok, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Concrètement, comment on fait? Comment on passe de l'idée à l'action? Cette troisième partie, elle nous explique toutes les conditions à remplir avant même de pouvoir commencer à discuter. Voilà, retenez bien ce chiffre. 2/3, c'est la clé de tout. L'ensemble du processus ne peut même pas démarrer sans l'accord formel d'au moins 2/3 des résidents. C'est un seuil démocratique très élevé. Sans ce soutien massif, le projet est mort-né. Alors, du côté des habitants, les étapes sont claires. D'abord, il faut obtenir cet accord des 2/3. Ensuite, cette même majorité doit désigner et approuver une délégation qui sera chargée de négocier. Et enfin, cette délégation doit avoir le pouvoir, le mandat, de mettre en œuvre l'accord final. C'est très structuré. Mais attention, ça marche dans les deux sens. Le document demande aussi des engagements très forts de la part de l'État français. L'État devrait accepter de négocier, s'engager à ne pas prendre de sanctions si ça échoue, et surtout s'engager à reconnaître le nouveau territoire si un accord est trouvé. En gros, c'est un cadre pour que tout se passe de manière pacifique et civilisée. Bon, imaginons que toutes ces conditions soient remplies. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la négociation de la pleine souveraineté. Et là, la stratégie est assez intéressante. Avec qui négocier? Le document propose de commencer par l'échelon le plus local, le maire de la commune. Pourquoi? Parce que c'est l'élu le plus proche. D'autres représentants de l'État, comme le préfet, pourraient se joindre à la table, mais selon ce plan, ils ne pourraient pas tout remettre en question. C'est une approche qui part vraiment du terrain. Par contre, attention, on ne négocie pas sur tout. Il y a des principes de base, des lignes rouges. La souveraineté du territoire et de ses habitants, le droit à l'autodétermination, le respect et la non-agression mutuelle. Tout ça, ce n'est pas sur la table des négociations. C'est le socle de la discussion. Ce qui nous amène à un point crucial. Pour les auteurs de ce projet, une fois que les conditions sont remplies, la question n'est plus si la sécession va avoir lieu, mais
comment elle va se passer. La négociation porte uniquement sur les aspects pratiques, la logistique, comment on gère les routes, les services, les frontières. Bref, on ne discute plus du principe, mais de l'intendance. Allez, dernière partie. Imaginons que ça ait marché. À quoi ressemblerait la vie concrètement après la sécession? Le document dessine les contours d'une toute nouvelle réalité, avec des droits et des devoirs bien spécifiques de chaque côté. Ce tableau résume assez bien la situation. En gros, c'est une séparation assez claire. Plus d'accès aux services publics français pour les résidents du nouveau territoire, et inversement. Un Français qui voudrait entrer sur ce territoire, il lui faudrait une invitation et il serait sous la responsabilité de son hôte. Et pour acheter un bien immobilier là-bas, il faudrait en devenir résident. C'est une rupture nette. Et ça mène à des questions très pratiques. Par exemple, comment les résidents de ce nouveau territoire pourraient utiliser les routes françaises sans payer d'impôts en France? Eh bien, le document propose une solution assez maligne, la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée qu'ils paieraient sur leurs achats en France serait considérée comme leur contribution au financement des infrastructures. C'est une solution pragmatique à un problème qui a l'air à première vue insoluble. Au final, après avoir exploré tout ce plan, on en revient à la question de départ. Est-ce qu'une simple copropriété peut vraiment devenir une nation? Au-delà de tous les détails juridiques, c'est cette idée même qui est vertigineuse. Alors, est-ce que c'est une pure utopie, un simple exercice intellectuel, ou est-ce que ça pourrait être une voie pour l'avenir? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que ce projet a le mérite de poser la question d'une manière incroyablement concrète.